D'abord, la temporalité de ce débat. Vous l'avez compris, une phase d'information publique qui est maintenant engagée avec le retard tel qu'il a été dit. Ensuite, un débat décentralisé qui est maintenant engagé et qui va déboucher après les propositions qui vont remonter de ce débat vers l'élaboration d'une loi. Et cette loi, donc, sera débattue à l'automne. Notez que c'est une innovation dans notre pays que de dire que le texte d'une loi va être préparé par un débat d'1 an dans la société et que le contenu de la loi sera construit par ce qui sera dit et exprimé par la société. Alors, là, j'ai toujours un problème de pointage. Voilà. Comme il a été dit, on est au 3e cycle énergétique depuis la guerre. Parce que la question qui se pose dans l'opinion publique aujourd'hui, c'est pourquoi a-t-on besoin en ce moment d'un débat sur l'énergie ? Et il faut avoir la cohérence de constater que dans la situation de gravité économique, sociale, financière dans laquelle est notre pays, qu'il y a l'idée que ce débat sur l'énergie, certes c'est important, mais on y reviendra quand ça ira mieux. C'est l'état aujourd'hui de notre opinion publique et il faut l'écouter, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Mais nous sommes dans une situation différente. Les investissements qui ont été faits en réponse au choc pétrolier des années 70. Nous allons cette année fêter les 40 ans du choc pétrolier de 1973, si je puis dire. Et les équipements qui ont été décidés dans les années 70 arrivent en fin de vie. Soit il va falloir réinvestir sur ces équipements, soit il va falloir les remplacer par d'autres équipements, notamment la question du parc nucléaire. Alors, est-ce qu'il faut refaire des réacteurs nucléaires? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Cette question doit être posée maintenant. Nous rentrons donc dans un nouveau cycle énergétique donc, de notre pays et nous aurons donc dans les 3 décennies qui viennent un montant absolument considérable d'investissements à réaliser. Ce débat sur la transition énergétique n'est pas en soi une décision politique. C'est une décision de démographie industrielle. Nous sommes dans une période où, comme souvent dans nos démocraties, c'est la nécessité de faire des investissements qui rend nécessaire le débat. Alors, nous sommes dans une situation favorable au sens où la grande majorité de ces équipements vont être à remplacer dans la décennie 2020. Mais si nous voulons le faire de façon sérieuse, eh bien, il faut s'y prendre maintenant, il faut préparer les choses, il faut préparer les capacités industrielles, il faut préparer les professions, et c'est le sens, c'est la temporalité de ce débat sur l'énergie. Et donc, comment calibrer ce débat et comment vous le rendre perceptible ? Vous avez là une courbe assez habituelle de l'évolution des prix du pétrole brut. Vous voyez sur la partie gauche du graphique, eh bien la montée des prix du pétrole à partir de 1973 et le choc pétrolier, le deuxième, de 1979. Bien évidemment, nos sociétés vont réagir par rapport à ça. On va remplacer le pétrole par d'autres énergies. On va chercher du pétrole ailleurs qu'au Moyen-Orient. On va apprendre à faire des économies d'énergie. Et donc, 12 ans après le choc pétrolier de 1973, eh bien, le prix du pétrole va baisser. On va avoir un répit de 20 ans. Et c'est à partir donc du début des années 2000 que le prix des énergies va remonter. Pourquoi ce prix des énergies remonte-t-il? Vous avez compris que si l'on fait le total des pays qui étaient industrialisés à la fin du XXe siècle, Union européenne, Amérique du Nord, ex-URSS, Japon, ça fait 1 milliard d'habitants. Et vous savez que depuis les années 90, vous avez des pays qui ont émergé. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Indonésie et plein d'autres. Et ces pays représentent 3 milliards d'habitants.
Et vous avez une petite famille, classe moyenne chinoise, qui s'est acheté sa première voiture, qui va devant une station-service et qui dit « moi aussi, je veux du pétrole ». Et donc vous avez une augmentation considérable de la demande pétrolière et donc qui cause aujourd'hui un retour de prix élevés du pétrole. Alors, derrière cela, sur la question des hydrocarbures, ce n'est pas le seul problème que l'on a. Vous avez un graphique ici avec une courbe dentelée sur la gauche. Ce sont les découvertes de pétrole, essentiellement avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez que le maximum des découvertes se situe dans les années 60. Et depuis, regardez bien la courbe sur la partie droite, à quel point ces découvertes de pétrole plongent. Actuellement, elles remontent un peu. On va chercher du pétrole sous 5000 mètres d'eau. Alors, je voudrais, sur ce graphique, vous donner une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste à peu près la moitié du pétrole en terre. La mauvaise nouvelle, et là je vais prendre une comparaison, je dirais arboricole, vous avez un pommier dans votre jardin, vous voulez récolter les pommes. Vous commencez par les pommes qui sont au bas de l'arbre ou les pommes qui sont en haut de l'arbre. Eh bien, on est dans la situation sur l'ensemble des ressources, comme vous devant votre pommier. On commence par les fruits les plus accessibles. Et donc, on se retrouve aujourd'hui où sur le pétrole, sur le gaz, on a été chercher les ressources les plus faciles d'accès et on a laissé pour plus tard les ressources les plus difficiles d'accès. Et donc, le prix du pétrole sera élevé avant même que le pétrole sera rare. Parce que les gisements que l'on découvre aujourd'hui sont bien évidemment des gisements beaucoup plus difficiles que ceux par lesquels on avait commencé. Alors, maintenant, par rapport à cette question de ce nouveau cycle énergétique, eh bien, vous avez des questions nouvelles qui ne se posaient pas en 1973. Et vous avez la question du changement climatique. Vous avez là une courbe qui nous met dans le futur. À partir de 1990, date du premier rapport scientifique, des scientifiques du climat du GIEC. En haut à gauche, hypothèse rouge. Qu'est-ce qui se passe si l'humanité, à partir de 1990, émet chaque année toujours la même quantité de pétrole, la même quantité de gaz carbonique, issu de nos combustions? Vous savez que le changement climatique est causé à la fois par la déforestation de la planète et par l'utilisation massive de combustibles carbonés, du charbon, ensuite du pétrole et du gaz. Et vous voyez que si on est dans cette hypothèse de courbe plate, donc sur les 3 siècles qui viennent, sachant que l'humanité va passer d'ici 2050 de 7 à 9 milliards et demi d'habitants, que les pays pauvres, aujourd'hui, émettent peu de gaz à effet de serre. Et donc, si on est dans une hypothèse de stabilité, on est déjà dans le cas où nos pays industrialisés doivent diminuer leurs émissions pour laisser la possibilité d'émettre aux populations supplémentaires et aux pays les plus pauvres. Et vous voyez que dans la courbe d'en bas, de concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, cette courbe augmente. Elle triple sur la période de 3 siècles la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Vous avez sur la question du climat 2 chiffres simplement à mémoriser. Le premier, c'est que ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, c'est 6 degrés de température. Et vous connaissez quel était le paysage de l'Auvergne au moment de l'ère glaciaire. Si nous ne faisons rien dans ce siècle, nous encourons dans la vie d'un enfant d'aujourd'hui un réchauffement de 6 degrés, c'est-à-dire équivalent à la sortie de l'ère glaciaire. Ça vous donne l'ampleur du sujet. Le deuxième chiffre, il est issu de cette courbe en bas. Le temps de séjour moyen du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est 120 ans. Et plus on entasse de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus ce temps de séjour s'allonge. Et donc, vous comprenez bien qu'une dose forte, stable, égale d'une année sur l'autre, donne un stockage croissant de gaz carbonique dans l'atmosphère et on a perdu, dans ces conditions, le contrôle du climat terrestre. Donc, il va falloir faire autre chose. C'est la courbe bleue. Je commence par la courbe en haut à droite. Les derniers rapports scientifiques
qui ont travaillé sur les questions de pluviométrie et sur les questions de capacité agricole de la planète. On sera à 9,5 milliards de bouches à nourrir en 2050. Eh bien, les calculs qui sont faits disent qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement, on a un énorme problème alimentaire au niveau de la planète, avec une chute de la production alimentaire dans les zones tropicales. Ça inclut la Méditerranée, ça inclut bien sûr le Sahel, ça inclut l'Inde, ça inclut dans l'hémisphère sud l'Australie, etc. Et donc, on ne peut pas dépasser 2 degrés de réchauffement. Si l'on ne veut pas dépasser 2 degrés de réchauffement, en haut à gauche, vous avez la courbe bleue d'émissions maximales admissibles. Vous voyez qu'elle commence par une bosse. Parce que depuis l'année 90, date du premier rapport scientifique, on a encore augmenté d'1 tiers les émissions de gaz à effet de serre. Donc la question aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on peut avoir ce maximum d'émissions ? Ce maximum d'émissions doit être entre 2015 et 2020, pas plus tard. Ensuite, derrière, les rapports scientifiques aujourd'hui nous disent qu'on doit au moins diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et j'ai eu à faire en 2004 pour le Premier ministre Raffarin le rapport pour la France. Pour la France, c'est une division par 4. C'est le niveau d'effort fait équitablement avec tous les autres pays de la planète qui permet de réussir cette division par 2 pour l'ensemble de la planète, bien sûr en laissant des possibilités d'émissions supplémentaires aux peuples les plus pauvres. Cette division par 4 a été mise dans la loi sur l'énergie de 2005, a été rappelée bien sûr dans les lois Grenelle. Vous voyez que cette courbe bleue ici, qui est très importante, elle nous dit 2 choses. Elle nous dit qu'il va falloir qu'on descende une falaise. Division par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour chacun d'entre nous en France. Mais elle dit aussi que l'on doit le faire dans un calendrier contraint, c'est-à-dire d'ici 2050. Si on dérape par rapport à cette date de 2050, on a accumulé tellement de gaz carbonique dans l'atmosphère que l'atmosphère mettra tellement de temps à purger qu'on ne tiendra pas cette situation des 2 degrés. Et donc, sur cette question du climat, il faut aussi l'apercevoir dans 2 dimensions qui, elles, sont des dimensions politiques tout à fait importantes. La question du climat est la première question à solidarité obligatoire de l'histoire humaine. Le climat de la France n'est pas fait par les Français, il est fait par tous les peuples de la planète. D'où la difficulté des négociations internationales sur le climat, les négociations de l'ONU que vous pouvez suivre chaque année, au mois de décembre. Il nous faut construire un cadre de solidarité, d'accès au développement de tous les peuples de la planète pour que chacun donne son accord et contribue à la gestion du climat de la planète tous ensemble. On est là devant un enjeu tout à fait considérable. Le deuxième point derrière, les émissions de gaz à effet de serre dans nos territoires. Et c'est la même chose en Auvergne que dans le reste de la France. La moitié des émissions, c'est ce que l'on fait chacun d'entre nous dans notre vie privée. Vos choix de chauffage, vos pratiques alimentaires, vos choix de transport, vos choix de consommation pèsent la moitié des émissions du pays. Laissez-moi vous dire que c'est une bonne nouvelle, au sens où on ne peut pas résoudre cette question climatique et cette question énergétique sans passer alliance avec chacun de nos concitoyens. Cette question de l'énergie, cette question du climat nous oblige à un grand bond démocratique. Et vous voyez que cette question est paradoxale. C'est une question planétaire, mais ce sont les collectivités locales, les collectivités territoriales qui sont à la manœuvre. Ce sont les collectivités territoriales qui ont le contact avec le citoyen. Et il va falloir faire un énorme effort de formation de nos concitoyens, de motivation de nos concitoyens pour les aider à progresser dans nos comportements et mettre en place l'ensemble des investissements publics, aller chercher toutes les entreprises, les grandes et les petites, pour se mettre dans cet engagement. Alors,
Vous voyez que tout ça est encadré par des accords internationaux, notamment au plan européen. Nous devons réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. La part des énergies renouvelables dans notre approvisionnement énergétique, nous Français, doit être montée à 23%. Et nous devons faire 20% de progrès d'efficacité énergétique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces engagements pour donc 2050. Maintenant, pour finir sur cette partie-là, dans ce débat, vous voyez qu'il y a des fortes divergences. Et Monsieur le Préfet nous a demandé de nous écouter. Il y a des divergences sur les choix de filière, la place du nucléaire, la place des combustibles fossiles. Faut-il extraire ou non les gaz de schiste? La place de l'aérien. Faut-il développer des technologies de séquestration du carbone? Toutes les énergies renouvelables sont-elles à utiliser et à quel niveau d'intensité? Notez que derrière cette question, il y en a une qui est tout à fait importante, qui est la nécessité dans ce débat de travailler les uns et les autres sur notre vision du futur. Quels sont les modes de vie que nous voulons avoir devant nous? Ça va être l'un des sujets majeurs de cette discussion. Vous voyez que si on n'a pas d'accord sur nos modes de vie du futur, le débat sur les types d'énergie et le niveau d'énergie qu'on doit consommer est bien évidemment totalement différent. Je voudrais, à ce stade-là, insister auprès de vous sur les convergences. Elles sont considérables aussi. Vous voyez que tout le monde est d'accord sur le fait que les prix des énergies vont augmenter, que nous avons dans les décennies qui viennent des besoins considérables d'investissement à réaliser, que nous sommes confrontés à la raréfaction des ressources en hydrocarbures et que l'accès à ces hydrocarbures risque d'être d'autant plus conflictuel que le nombre de pays producteurs dans le monde sera faible. Nous avons besoin de rééquilibrer notre balance commerciale, comme ça a été dit par Monsieur le Préfet, et je reviendrai ultérieurement sur cet aspect-là. Bien sûr, la sûreté nucléaire est une priorité. Nous devons lutter contre le changement climatique et nous avons besoin d'une stratégie de long terme avec un cadre de régulation qui stabilise tous les acteurs. Vous voyez que vous avez là des convergences essentiellement de nature économique, mais qui sont très puissantes. Et ce que ce débat sur la transition énergétique doit arriver à construire, c'est un tronc commun entre nous tous. Sur ces convergences, qu'est-on capable de construire en termes d'efficacité énergétique, de valorisation des énergies de nos territoires, d'amélioration de notre urbanisme, d'amélioration de notre système des transports. Et plus on avancera sur ce tronc commun collectif, sur la base de ces convergences, plus bien évidemment on pourra réduire nos divergences.